Bonsoir et bienvenue à ce nouveau débat des Mardis de l'ESSEC, organisé avec le concours du cabinet d'audit et de conseil Mazars, de l'architecte de la transition numérique des entreprises OnePoint et en partenariat avec le journal La Tribune. Madame la ministre, nous sommes en guerre. Partout en France, ce soir à 20h, le couvre-feu s'abattait sur le pays. Nous sommes en guerre et nous devons agir en tant que peuple uni qui s'élève d'un seul homme face à cet ennemi invisible et impitoyable. Nous devons faire front et nous engager dans ce conflit, prendre à bras le corps ce défi collectif. Cet engagement n'est pas militaire, il est citoyen. Et vous le représentez pleinement par votre parcours dédié dès le début à la res publica. Sciences Po puis l'ENA, vous devenez un de ces cerveaux du pouvoir dédiés à la machine budgétaire publique. Une première offensive vous mène au poste de secrétaire d'État au budget en 2000. Si vous vous écartez de la fonction publique en 2006 et passez en mode furtif en travaillant dans le privé pendant 10 ans, vous débarquez en grande pompe en 2017 nommé ministre des Armées. Vous n'avez alors aucune expérience du monde militaire. Enfin si, vous avez déjà fait du saut en parachute quand vous avez quitté Air France avec 680 000 € d'indemnité. Mais disons-le, si vous êtes nommé à ce poste, c'est pour accomplir la volonté du président de la République d'augmenter les dépenses militaires en usant de vos compétences budgétaires pour négocier avec Bercy. Votre rôle, au-delà des questions budgétaires, consiste à mettre en place la politique de défense française. Ainsi, les termes d'OPEX, RPIMA, CIRFA ne devaient pas vous être très familiers le jour de votre arrivée à l'hôtel de Brienne. Mais, les choses allant et l'actualité vous l'imposant, vous avez fait vôtre ce jargon. Vous parlez désormais en termes de hiérarchie, de chef, d'autorité et savez imposer la vôtre au milieu très masculin des états-majors. Vous menez à bien votre mission en l'abordant avec le mode opératoire d'une technocrate chevronnée à Paris. Vous descendez même de votre piédestal le temps d'un réveillon au Mali avec les troupes françaises. Mais votre mission est plus grande, plus profonde, presque intime. Vous avez charge d'hommes, charge d'âme. Et si vous aviez peut-être l'occasion de les voir patrouiller au sein des aéroports d'Air France et des gares SNCF, vous êtes désormais bien à la tête de tous ces soldats, femmes et hommes, qui se sont engagés pour servir la France. Vous êtes avec eux, à la vie, à la mort. Madame la ministre, ici dans l'Innovation Défense Lab que vous avez initiée, les avancées de la société civile rencontrent les besoins des armées. C'est donc un lieu idéal pour que nous, étudiants, débattions avec vous et comprenions les enjeux de votre ministère. Nous vous souhaitons, Madame la Ministre, et à vous, cher public à distance, un excellent débat. Bonsoir Madame la Ministre. Et merci d'avoir accepté notre invitation à ce 3e débat de la 60e saison des Mardis de l'ESSEC. Tout d'abord, et comme le veut la tradition, vous disposez d'un court droit de réponse à la présentation qui vient d'être faite de vous par Félix et par Victor. Je trouve que ce portrait résume assez bien à minima mon parcours. Le petit détail, c'est que je n'ai jamais sauté en parachute, petit clin d'œil, mais c'est une question que je me pose. J'avoue que ça fait réfléchir de sauter en parachute et je n'ai pas encore sauté le pas, comme on dit. Voilà. Mais sinon, oui, je me suis engagée très jeune dans une voie qui était celle du service public, comme on dit à Sciences Po, et que j'ai passé des années exaltantes dans cette première partie de ma vie professionnelle au service de l'État, que j'ai dû quitter un peu contrainte et forcée, parce que j'appartenais à un corps qui était celui des administrateurs civils du ministère des Finances, et que j'avais été placée pendant 2 ans et demi à la tête du secrétariat d'État au budget. Donc c'était très compliqué pour moi de revenir dans l'administration. Donc j'ai fait d'autres choses, et puis finalement, alors que c'était pas du tout prévu, parce que c'était pas ma voie au départ, eh bien je suis partie travailler pour Air France, où j'ai passé 10 années extraordinaires. Et ce sont les opportunités de l'existence que de découvrir des univers qu'on ne soupçonnait pas. Et ensuite, le hasard des circonstances vraiment a fait que je me suis retrouvée
dans un ministère dont effectivement je ne connaissais pas grand-chose, mais que j'ai appris à connaître depuis 3 ans et demi. Merci beaucoup. Nous allons structurer ce débat en 3 parties. Premièrement, on va discuter de l'armée de demain, donc l'innovation et particulièrement la cyberdéfense. Puis nous allons parler politique étrangère et question de la puissance française. Un petit jeu des mardis, une pause ludique et enfin nous terminerons sur un tour d'horizon des armées à l'heure actuelle. Donc, première partie, l'armée de demain. Vous avez le comité d'éthique du ministère des Armées a publié le 4 décembre son rapport de résultats sur le thème notamment du soldat augmenté, donc qui est le fait d'augmenter les capacités physiques ou cognitives d'un soldat par des opérations. Vous avez choisi de passer la barrière physique comme la barrière à ne pas franchir et préféré développer des équipements plutôt que de changer à jamais vos soldats. Des armées n'ont pas fait le même choix, mais l'histoire nous a montré que de nombreuses technologies qui d'abord ont été développées dans le milieu militaire sont ensuite passées dans le domaine civil, souvent sans retour en arrière. La question est donc, est-ce vraiment au ministère des Armées d'avoir ce débat et de décider si nous devons, oui ou non, avoir des avancées éthiques, n'est-ce pas, plutôt aux représentants du peuple élus d'en décider? Alors en effet, la question peut tout à fait se poser. Elle s'est posée à nous dans un contexte bien particulier. En 2017, j'ai été amenée à prendre une décision concernant l'armement de nos drones. Nous avons des drones qui opèrent notamment au Sahel et aujourd'hui ces drones font de l'observation et cette capacité d'observation est complétée par des drones d'autres pays qui, eux, sont équipés pour pouvoir éventuellement tirer une munition. Et lorsque j'ai pris cette décision, on m'a dit « Ah mais c'est terrible, vous allez donc déshumaniser la guerre et donc ce sont des machines qui vont donc prendre les décisions à la place des hommes. » Et j'ai compris qu'en réalité ce débat était assez confus puisque je n'avais nullement l'intention de sortir l'homme de la boucle de décision et j'en avais tellement pas l'intention qu'aujourd'hui que ces drones sont armés, les opérateurs de drones qui sont l'équivalent des pilotes ou l'équivalent des officiers de renseignement sont positionnés au Sahel, à côté, au même endroit que leurs camarades pilotes de chasse qui font au fond le même travail, sauf que eux prennent un avion qui vole très haut, mais qui est néanmoins au-dessus de la cible, alors que les opérateurs de drones sont à quelques dizaines ou centaines de kilomètres. Donc on n'est pas du tout, si vous voulez, dans le schéma américain qu'on nous décrit souvent, où des gens qui sont basés en Floride tirent sur des cibles et ensuite vont faire leurs courses au supermarché. C'est pas du tout ça. Mais on voit bien aussi que les technologies vont très vite, elles avancent très vite. Et donc, si nous n'avons pas réfléchi en avance de phase pour essayer de cadrer, au fond, l'utilisation de ces technologies, ça va nous brider, en quelque sorte. Or, pour pouvoir réfléchir sans être dépassé technologiquement, il faut pouvoir le faire en toute liberté. Et la meilleure façon de le faire, c'est de pouvoir dresser un cadre éthique qui permet à ceux qui sont responsables des développements technologiques d'avancer sans se dire « attention, là, je vais aborder un domaine dans lequel je ne sais pas comment on va pouvoir gérer les choses ». Donc c'est pour ça que j'ai voulu créer un comité ministériel d'éthique. Après tout, l'utilisation, vous savez, les armées, elles sont habilitées par l'État à délivrer le feu. Bon, c'est quelque chose de très particulier. Donc il me semblait nécessaire qu'au moment où les technologies avancent, se développent, et se développent en plus, non pas seulement dans le cadre habituel, c'est-à-dire les industriels de la défense, la DGA, mais il y a une innovation foisonnante dans le domaine civil qui peut avoir des implications militaires. Il me semblait très important qu'on puisse définir un cadre. Mais ça ne signifie absolument pas que les représentants du peuple soient dessaisis de ce fait. C'est une contribution à une réflexion qui doit être menée, en effet, sur une très large échelle.
Très bien. Madame Parly, si l'on s'en tient plus particulièrement à la dimension physique de ce soldat augmenté, comme vous le dites, la technologie va très vite et il va falloir faire face à des puissances qui, pour reprendre vos mots, n'ont pas les mêmes scrupules que la France, des puissances telles que les États-Unis, telles que la Chine, qui vont intégrer ces technologies à leurs armées sans s'arrêter à des considérations éthiques concernant leurs militaires. Dès lors, est-ce que la France va assumer sa position auprès de ses alliés en critiquant ouvertement des pratiques que vous ne cautionnez pas sur la transformation physique des militaires? Alors, pour l'instant, à ma connaissance, il n'y a pas de nations avec lesquelles nous sommes en partenariat qui pratiquent qui franchissent en quelque sorte la barrière physique. Je voudrais juste dire que nous le faisons dans des cas particuliers. Parce que franchir la barrière physique, ça veut dire quoi? Lorsque nous vaccinons nos militaires, nous franchissons la barrière physique. Donc, quand nous demandons à nos militaires de prendre des antipaludéens lorsqu'ils sont en zone où il y a du paludisme, d'une certaine manière, on franchit la barrière physique, mais c'est pour protéger leur santé. Bon. Donc, vous voyez déjà, cette notion de franchir la barrière physique, elle nécessite d'être explicitée. Moi, ce que je ne souhaite pas, c'est qu'on altère l'intégrité physique et psychique de nos soldats. Et ce que le comité d'éthique qui a donc travaillé sur le soldat augmenté a souligné, à juste raison, c'est que il faut que les choses soient réversibles. Nos militaires ne seront pas militaires toute leur vie. Beaucoup quittent l'état militaire pour entreprendre une deuxième carrière dans la vie civile alors qu'ils sont encore très jeunes. Donc, il faut que, leur état militaire ne marque pas de façon indélébile. Ça peut les marquer, si je puis dire, dans leur psychologie, dans leur façon d'envisager la vie, dans leurs valeurs, ça bien sûr. Mais il ne faut pas que leur passage dans les forces armées laisse des traces. Alors parfois, ça arrive parce que malheureusement, certains d'entre eux sont blessés. Mais c'est une autre question que celle qui consiste de façon raisonnée à franchir cette barrière physique. D'autant qu'il existe des alternatives. En tout cas, je pense que c'est stimulant de tout point de vue, y compris du point de vue intellectuel et technologique, de rechercher des alternatives à ce franchissement de barrière physique. Et pour prendre quelques exemples, bien sûr, on pourrait augmenter l'acuité visuelle de nos soldats en faisant des opérations sur leurs yeux. Mais on a aussi la capacité d'améliorer cette acuité visuelle en les dotant de jumelles, de lunettes, d'instruments de vision qui permettent d'avoir la même augmentation, mais sans que celle-ci soit irréversible quant à leur corps, et avec le même potentiel. Si demain les États-Unis font le choix d'augmenter l'acuité visuelle par des opérations, est-ce que la France va défendre sa position face à ses alliés en disant il n'est pas normal de faire ça? Moi, je la défendrai et je défendrai les alternatives que nous aurons pu développer. Donc, je pense que c'est une saine émulation que d'essayer de rechercher sans cesse des alternatives qui ne portent pas atteinte à l'intégrité physique et psychique de nos soldats. Très bien, merci beaucoup Madame la Ministre. Nous allons maintenant nous pencher sur des questions de financement et plus particulièrement de financement de l'innovation. Cette année a vu naître un nouveau fonds d'investissement souverain du ministère des Armées, le FID, Fonds d'innovation défense, d'une dotation de 200 millions d'euros pour les start-up et les PME dont les projets innovants intéressent la défense, notamment dans des secteurs tels que l'énergie, tels que l'IA ou encore la technologie quantique. Ce fonds d'investissement vient se superposer à des dispositifs déjà existants, parmi lesquels on compte des subventions telles que l'Astrid, l'accompagnement spécifique de travaux de recherche et d'innovation de défense, ou le RAPID, régime d'appui pour l'innovation duale, et autres encore. Donc notre question, c'est de savoir pourquoi est-ce qu'on crée un nouveau fonds alors qu'il y a d'autres dispositifs de soutien, comme vient de les citer Marie, qui existent et qui sont surtout sous-exploités. Alors parce que tout simplement, ils n'ont pas le même objet. Le programme RAPID, c'est un programme qui est essentiellement destiné à des PME qui existent, qui ne sont pas à un stade, préliminaire,
Donc c'est un programme qui fonctionne très bien d'ailleurs pour les PME du secteur de la défense. Le fonds Innovation Défense, il est destiné à stimuler surtout des technologies de rupture. Donc on est sur un créneau particulier qu'on veut absolument investir parce que on pense que dans le monde de la défense, il y aura à l'avenir, comme il y a déjà eu dans le passé, des innovations de rupture. Et nous pensons que ces innovations de rupture, peut-être, ne viendront pas seulement du monde de la défense pour irriguer ensuite le secteur civil, comme on l'a vu, l'exemple emblématique étant évidemment l'Internet, mais plutôt des innovations de rupture qui sont développées par des innovateurs qui ne pensent pas nécessairement à des applications défense, alors qu'il peut y avoir des applications défense. Donc nous essayons de mettre en place des outils qui répondent à des problématiques particulières. Nous avons aussi, il y a 3 ans, créé un fonds qui s'appelle Definvest, qui lui répond à une autre problématique, qui est celle des entreprises qui sont dans le secteur de la défense et qui occupent une place absolument décisive du point de vue de notre souveraineté. Quand on parle, par exemple, des avions Rafale, on pense tout de suite à l'entreprise Dassault. Mais l'entreprise Dassault n'est pas la seule à contribuer à ce programme Rafale. L'entreprise Dassault fabrique des avions, mais elle a toute une chaîne de sous-traitance. Et dans ces sous-traitants, il y a parfois des entreprises qui sont absolument toutes seules à produire un élément qui est absolument décisif, qui n'a pas d'alternative en France, et qui, si on devait voir cette entreprise disparaître, nous conduirait peut-être à devoir recourir à des entreprises de nationalité étrangère. On sait très bien que quand, par exemple, on intègre des composants américains dans des équipements militaires français, eh bien, nous sommes tributaires d'une autorisation des États-Unis quant à l'utilisation que nous allons faire de cet équipement dans sa globalité. Donc on voit bien que la question de la dépendance, de la souveraineté, elle est clé. Et il faut aussi pouvoir avoir des outils qui permettent à ces entreprises qui, parfois, pour des raisons qui tiennent à leur développement ou au fait qu'elles sont familiales, que le fondateur va céder la place et n'a pas préparé... Comme la firme Aubert et Duval, par exemple. Voilà, il faut pouvoir faire face, dans certaines circonstances, à des cas où une entreprise peut subitement disparaître, pas parce qu'elle est en difficulté sur ses marchés, mais parce qu'elle a un cap à passer. Et donc, il faut aussi pouvoir prendre un petit ticket avec d'autres. Et ce petit ticket va sans doute permettre de franchir ce cap et donc d'assurer la pérennité d'une entreprise qui contribue à la souveraineté de la France. Et Madame Parly, est-ce que vous prévoyez des dispositifs légaux ou financiers particulièrement attractifs pour éviter l'exil ou le rachat de nos entreprises françaises spécialisées dans la défense par des entités étrangères, comme ça a par exemple failli être le cas avec l'entreprise Photonis spécialisée dans la fabrication de lunettes augmentées pour les militaires? Alors, vous savez sans doute que depuis la loi Pacte que Bruno Le Maire a présentée au Parlement, il existe un dispositif renforcé pour empêcher que des entreprises ne soient captées par des capitaux étrangers. Et donc, il y a des autorisations qui doivent être délivrées par le ministère des Finances pour autoriser un investisseur à éventuellement se présenter au capital d'une entreprise. Donc, le dispositif légal existe désormais, et donc à nous d'en faire un bon usage pour, lorsqu'il s'agit d'un actif souverain, eh bien, protéger la propriété du capital de cet actif souverain. D'accord, merci beaucoup. On va se concentrer maintenant sur des questions qui ont trait à la cyberguerre. Comme nous le savons, en 2007, l'Estonie a été victime d'attaques informatiques massives à la suite d'un désaccord avec la Russie. Au vu des très récentes actualités, les États-Unis pourraient très bien faire face à ce qui pourrait être le plus gros piratage de données gouvernementales jamais connu. Donc ce sont des événements qui mettent en lumière la fragilité de nos structures. En ce qui concerne la France, le ministère des Armées s'est doté en 2017 d'un commandement de la cyberdéfense. Vous avez défini vos stratégies de lutte informatique offensive et défensive. Et 2 années plus tard, on a eu un investissement de 1,6 milliard d'euros pour la cyberprotection.
Cependant, Madame la Ministre, la position du ministère sur l'arme informatique reste un peu complexe à comprendre. C'est-à-dire, est-ce qu'à votre sens, cette arme peut être considérée comme une arme au même titre que toutes les autres armes de l'arsenal français? Et dès lors, est-ce que la France peut déclarer une guerre numérique à un pays comme elle pourrait déclarer une guerre conventionnelle? Alors d'abord, la France est en guerre avec personne. Je tiens quand même à le rappeler. Oui. Ça n'est pas une situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Évidemment, le rôle du ministère des Armées, c'est de se préparer à l'éventualité d'une guerre. Donc, nous avons des moyens conventionnels, nous avons des moyens nucléaires, mais il faut aussi prendre en compte le fait que le monde change et que un certain nombre d'acteurs, de compétiteurs stratégiques, se dotent d'outils qui sont potentiellement profondément déstabilisateurs, soit pour notre société, pour nos démocraties, et potentiellement déstabilisateurs aussi pour le bon fonctionnement de nos systèmes informatiques. Et quand je dis nos, ce sont ceux du ministère des Armées. Or, l'informatique, le numérique, a pénétré le ministère des Armées comme il a pénétré les entreprises. Donc aujourd'hui, nous sommes très dépendants, aussi bien des satellites que des systèmes d'information. Et donc tout acteur qui pourrait prendre le contrôle de nos systèmes pourrait éventuellement prendre le contrôle des systèmes d'armes eux-mêmes. Et donc on en revient à une question qu'on a un peu déjà commencé d'aborder, c'est-à-dire comment la technique peut éventuellement prendre in fine le dessus sur l'homme. Donc pas plus que nous voulons des soldats augmentés, pas plus que nous voulons que des drones armés soient actionnés par des machines plutôt que des hommes. Nous ne voulons évidemment pas que nos systèmes d'armes puissent être contrôlés par des acteurs extérieurs. Donc il faut pouvoir se prémunir contre cela. C'est pour ça que nous avons créé un commandement cyber il y a 3 ans maintenant, et que nous y concentrons des investissements et des personnels dont le métier c'est le cyber, qu'on appelle des cybercombattants en quelque sorte, puisque ce sont pour certains des militaires, pour d'autres pas, mais que leur objectif est d'assurer d'abord et avant toute chose la protection de nos systèmes. Si nous sommes attaqués, ce que nous avons dit, c'est que nous nous réservions non seulement le droit de nous défendre, mais éventuellement de riposter. Voilà ce que nous avons dit. Quelle crédibilité, donc vous dites que vous avez développé l'arme d'une manière défensive et même offensive, donc comme une arme de dissuasion en quelque sorte. Ne nous attaquez pas, nous pouvons vous faire la même chose. Est-ce qu'on a vraiment une crédibilité aujourd'hui? Est-ce qu'on peut dire si vous nous attaquez, nous vous attaquons de la même manière? Est-ce que les autres puissances ne sont pas en train de nous dépasser à un point irrattrapable? Écoutez, on fait tout pour que ça ne soit pas le cas. C'est pour ça que j'ai annoncé que dans la loi de programmation militaire, nous investissions 1,6 milliard d'euros pour le cyber, parce que je pense que c'est un domaine dans lequel il faut en effet préserver notre crédibilité. Moi, je suis la première, si vous voulez, à ne pas avoir trop envie de m'en servir. Mais si vous n'en avez pas, vous n'êtes pas crédible. Donc, il faut se doter de tous ces outils pour être crédible et ensuite avoir la capacité d'apprécier si l'on souhaite s'en servir ou pas, et comment. Et j'ai une autre question par rapport à ce que disait Marie. En ce moment, les États-Unis font face à une attaque de leurs données via l'entreprise SolarWinds qui fournit des systèmes informatiques utilisés notamment par la NASA, le département de justice et beaucoup d'entreprises et de gouvernements en Europe. Une question se pose aujourd'hui. Est-ce que la France est menacée par cette attaque? Est-ce que des ministères, nos systèmes informatiques ont été touchés dans cette attaque de ce logiciel utilisé partout sur la planète? Alors, je n'en ai pas connaissance, mais ça ne veut pas dire que nous ne pourrions pas un jour être l'objet d'attaques. À vrai dire, nous sommes tous les jours confrontés à des attaques de cette nature, et en nombre croissant. Pour ne citer que le ministère des Armées, au premier semestre de l'année 2020, nous avons subi le même nombre d'attaques que pendant toute l'année 2019. Donc c'est en fait un doublement du nombre des attaques. Donc ça veut dire que beaucoup de gens essayent de franchir cette barrière
Et pour ce qui concerne les activités civiles, vous savez que nous avons une agence qui s'appelle l'ANSSI et qui est chargée chaque fois d'apporter les remèdes aux entreprises qui sont l'objet de ces attaques cyber. Et l'ANSSI est en effet très occupée. Et donc la France n'utilise pas, ou le ministère des Armées du moins n'utilise pas le logiciel Orion de SolarWinds, qui est le logiciel où s'est trouvée la faille. Écoutez, à ma connaissance, et je ne suis pas forcément informée de tout, mais à ma connaissance, nous n'avons pas subi d'attaque, en tout cas ayant des conséquences sur nos systèmes. Voilà. Donc on va passer maintenant à un approfondissement de la doctrine de l'espace, nouveauté dans l'armée française. Donc la France est connue pour avoir une industrie plutôt spatiale très solide, notamment le projet Ariane, Fleuron, avec donc ces poids lourds de l'industrie et 4 milliards d'euros d'investissement prévus dans la loi de programmation militaire dont vous parliez. Et vous avez même développé un commandement de l'espace, renommé l'armée de l'air et de l'espace. Mais cet espace, on y observe une militarisation croissante, on peut même appeler une arsenalisation croissante, alors que la légalité est encore floue. Le traité date de 1967. Les États-Unis ont même commencé à privatiser l'espace en 2015 en expliquant que leurs entreprises pouvaient collecter et revendre des ressources spatiales. Quelle est la position de la France aujourd'hui sur cette privatisation de l'espace? Est-ce que les États-Unis sont vus comme un ennemi spatial, ou du moins empêchant les intérêts de la France dans l'espace, menaçant les intérêts de la France? Je pense que les États-Unis constituent la première spatiale mondiale et nous avons beaucoup de partenariats avec les États-Unis dans le domaine spatial. Néanmoins, ce que vous décrivez est exact. Il y a une tentation de faire de l'espace, au fond, une espèce de bien commun, mais accessible aux premiers qui se présentent. Donc, c'est la raison pour laquelle nous souhaitons, auprès des organisations internationales et auprès de l'ONU, que des règles soient posées, parce que sinon, c'est le premier sur place qui se sert. Et pas plus que pour les ressources de l'Arctique, il n'est souhaitable que les ressources spatiales soient l'objet de prédation. Par ailleurs, ce que l'on constate, c'est qu'en effet, dans l'espace, il y a des comportements qui n'existaient pas il y a encore quelques années. L'espace était considéré comme un endroit dans lequel on pouvait librement, dès lors qu'on respectait les codes posés par les organisations internationales, on pouvait lancer des satellites, on pouvait observer la Terre, on pouvait faire des tas de choses, mais voilà, chacun évoluait au sein de l'espace de façon pacifique. Ce que l'on voit, c'est que désormais, certains satellites s'approchent un peu trop près, non pas de n'importe quel satellite, mais de certains satellites qui sont plutôt à vocation militaire. On voit que certains pays, certaines puissances font des démonstrations pour montrer qu'ils ont la capacité de détruire à partir de la Terre des satellites qui sont en orbite basse. Donc tout cela, c'est un message qui consiste à dire vos satellites qui sont aujourd'hui soit en orbite géostationnaire, soit en orbite basse, sont vulnérables. Donc il faut se poser la question de leur protection. Pourquoi? Parce que ces satellites, ils servent aussi bien à faire fonctionner le système d'aiguillage de nos chemins de fer, que à permettre à nos soldats qui sont déployés au Sahel de communiquer, de se géolocaliser, bref, de faire des tas de choses qui sont indispensables. Donc, si nos satellites sont mis en défaut de fonctionnement, eh bien, ce sont des pans entiers, soit du fonctionnement de nos économies, soit de nos armées, qui peuvent être empêchés. Donc, il faut y remédier. Et c'est pour cela que nous avons, à la demande du président de la République, élaboré une stratégie spatiale de défense qui nous a conduit à annoncer que là aussi, nous nous réservions la possibilité, de protéger nos satellites,
Donc en gros, c'est l'idée, c'est une image, hein, mais de mettre des GoPro c'est-à-dire des caméras sur nos satellites pour surveiller l'environnement immédiat des satellites, pour pouvoir repérer s'il existe un satellite qui serait un peu trop curieux et qui s'approcherait d'un peu trop près. C'est aussi l'idée des satellites veilleurs ou guetteurs. Et puis, nous avons également l'intention de pouvoir, au-delà de la protection, éventuellement faire plus que de la protection. Et donc, utiliser, si je puis dire, l'arme spatiale au même titre que des armes conventionnelles ou en combinaison avec des armes conventionnelles. Et donc, riposter auprès de ces menaces. Quand vous êtes attaqué, il faut pouvoir riposter. C'est toujours... notre objectif n'est pas d'être agressif. Notre objectif, c'est de pouvoir protéger ce qui est un patrimoine indispensable au bon fonctionnement de notre société, de notre pays. Très bien. Et Madame Parly, si on continue la comparaison un peu plus stratégique avec les États-Unis, aujourd'hui, concrètement, Ariane 6 a 2 ans de retard dans son développement, a coûté presque 4 milliards d'euros contre 400 millions pour le développement de Falcon 9 de SpaceX. Qui plus est, les lancements à bord de l'Ariane 6 seront toujours plus chers que ceux à bord de Falcon. Est-ce que vous pensez que on est condamné à avoir un temps de retard sur la stratégie américaine, et est-ce que vous pensez pas là que c'est le réel frein à notre souveraineté spatiale? Finalement, cet exemple me permet de revenir au début de notre conversation. Pourquoi c'est important de sans cesse coupler ou conjuguer les grands programmes militaires d'armement et puis l'innovation des start-up. Voilà un très bel exemple. SpaceX n'aurait jamais pu se développer sans le soutien puissant de la NASA, mais SpaceX a apporté à la NASA une façon de concevoir l'innovation que la NASA n'aurait pas pu développer par elle-même. Donc ce couplage, il est extrêmement important. C'est pour ça qu'on est ici à l'Agence d'innovation de défense, dont c'est l'objet même, c'est de faire se rencontrer ceux qui développent des grands programmes d'armement et ceux qui font de l'innovation sur un cycle beaucoup plus court. Alors, vous dire que on a accordé suffisamment d'attention au programme SpaceX, la réponse est non. Si on y avait, en temps utile, accordé de l'attention, on n'aurait certainement pas poursuivi dans la voie de ces lanceurs non réutilisables. Donc maintenant, nous avons un temps de retard qu'il va falloir rattraper, puisque cette technologie des lanceurs réutilisables a désormais fait ses preuves. Alors, je ne sais pas si les montants que vous citez sont tout à fait exacts, parce que, sans pouvoir vous citer des chiffres précis, je crois vraiment pouvoir dire que SpaceX a été puissamment aidé par la NASA. Donc, c'est pas la question des milliards au cas particulier qui me préoccupe. La question, c'est qu'il faut qu'on ait un processus valide qui permette de ne pas rater certaines innovations de rupture qui sont fondamentales. Là, sur les lanceurs, eh bien maintenant, il va falloir redoubler d'efforts. Merci beaucoup, Madame Parly. Je vous propose maintenant de passer à la deuxième partie de ce débat qui concerne donc la politique étrangère et le rôle international de la France et de l'Europe, avec tout d'abord un premier thème qui est celle des menaces du monde contemporain, avec la question turque. Donc la Turquie a montré à plusieurs reprises un comportement hostile vis-à-vis de l'Union européenne, avec par exemple ce qui s'est passé en Méditerranée orientale. La présidente de la Commission européenne avait par ailleurs expliqué, je cite, que l'Union européenne utiliserait tous les instruments à sa disposition pour sanctionner la Turquie si Ankara poursuivait ses actions illégales. Seulement, l'Union en est restée au stade des menaces parce qu'on n'a pas réussi à coordonner l'avis de tous les États membres de l'Union européenne. Ma question est donc de savoir, Madame Parly, est-ce que la France ne devrait pas se positionner à la hauteur des avertissements qu'elle profère et entamer elle-même des actions contre la Turquie sans avoir le soutien de tous les pays de l'Union européenne? Alors, 2 choses. Il y a d'abord des sanctions de nature économique. Elles sont du domaine de l'Union européenne, puisque c'est à cette échelle que se traitent ces questions commerciales et économiques. Et j'ai cru comprendre que, précisément, au Conseil européen, de premières sanctions avaient été adoptées à l'encontre d'intérêts turcs.
Et puis, il y a la France en tant que puissance militaire qui évolue, qui a des intérêts en Méditerranée et qui considère que, d'une part, il n'est pas normal que nous ayons été menacés par des navires de guerre turcs dans le cadre d'une opération que nous menions pour le compte de l'OTAN il y a quelques mois, c'était au mois de juin. Donc nous avons, je crois, été les premiers à dénoncer publiquement, dans le cadre de l'OTAN, des agissements qui ne sont pas dignes d'un allié de l'OTAN. Et à l'époque, on nous avait dit, bon, vous êtes tout seul, regardez, vous n'avez aucun soutien. On n'avait pas le soutien des Américains, ça c'est sûr, mais on avait eu le soutien d'un certain nombre de pays européens. Et ce qui s'est passé au cours de l'été et dans les dernières semaines, c'est que précisément le fait que la Turquie continue de menacer régulièrement la zone économique exclusive qui est autour de Chypre au nom d'intérêts pétroliers et gaziers très importants, menace la Grèce de la même façon, a fait que l'Union européenne a pris en compte cette donnée, a pris en compte aussi le fait que la Turquie a envoyé des mercenaires syriens en Libye, que la Turquie a envoyé d'autres mercenaires syriens combattre au Karabakh dans le cadre de ce dernier conflit qui a eu lieu et qui a été très meurtrier. Donc tout ça quand même commence à tracer la carte d'identité d'un allié qui n'est plus tout à fait un allié. Et très récemment, lors d'une réunion ministérielle de l'OTAN qui réunissait les ministres des Affaires étrangères, le secrétaire d'État, M. Pompeo, qui est en fin de mandat, s'est réveillé, si je puis dire, et pour la première fois a dit que vraiment c'était très mal que la Turquie se comporte comme ça, que c'était très mal que la Turquie ait acheté des matériels, des équipements militaires, notamment des équipements de défense aérienne, sol-air, à des Russes, et non seulement les ait achetés, mais en plus ait commencé de les activer, ce qui pose un grand problème quand, par ailleurs, la Turquie s'apprêtait à acheter des avions de chasse F-35 américains. Bref, donc tout ça a commencé de modifier l'appréhension américaine. Et je pense que dans les mois qui viennent, l'administration américaine sera beaucoup moins, indulgente que ne l'a été l'administration Trump, qui, jusqu'à cette dernière intervention de Pompeo, avait quand même laissé filer les choses, ce qui donnait à la Turquie, évidemment, le sentiment qu'elle avait carte blanche. Mais donc, puisque la Turquie a continué ses agissements, on voit bien que les sanctions économiques n'ont pas été d'une grande efficacité de la part de l'Union européenne. Est-ce que, plutôt que d'attendre que les États-Unis viennent durcir le ton face à la Turquie, n'est-ce pas à la France ou du moins Mais nous l'avons fait. Nous l'avons fait et on ne se contente pas de durcir le ton, on agit. Alors comment ? Eh bien, en ayant une présence militaire, grâce à des navires qui évoluent dans cette zone qui est contestée autour de Chypre. Donc nous avons mené plusieurs exercices avec d'autres pays, des pays européens. Et quel est le message que nous voulons adresser ? Notre idée n'est pas du tout de nous confronter avec des frégates turques. Notre idée, c'est simplement de dire qu'il y a des règles, il y a un droit international, il y a un droit international de la mer, il y a une liberté de circulation dans les mers, et que la Turquie ne peut pas pratiquer la politique du fait accompli en disant « j'installe un bateau de forage ici, je l'entoure de frégates militaires et je considère que c'est à moi ». Non, il y a des règles de droit que nous devons absolument faire prévaloir par rapport à la politique du fait accompli et du rapport de force. Donc la France a pris position face à la Turquie, notamment en envoyant plus que le reste de l'Europe. Et c'est le cas aussi aujourd'hui au Sahel. La France envoie 5100 militaires aujourd'hui dans le cadre de son opération Barkhane. Si on prend les chiffres européens pour les hommes, l'Estonie, moins de 80, le Danemark, moins de 80, le Royaume-Uni, moins de 90, la République tchèque, moins de 70, et la France a perdu 35 hommes depuis le début de cette opération.
Pourquoi est-ce que nous sommes les seuls Européens à prendre de tels risques pour lutter contre le terrorisme qui nous touche dans cette région et en empêchant son exportation vers l'Europe? Est-ce que la France n'est pas le bras armé derrière lequel se cachent les Européens qui ne veulent pas agir? Alors tout d'abord, nous sommes engagés au Sahel à la demande du Mali. C'est le Mali qui a appelé la France au secours en 2013, à un moment où le Mali était susceptible de disparaître. Deuxièmement, la situation que vous décrivez, elle n'est pas très exacte. Ou en tout cas, elle ne montre pas la dynamique dans laquelle nous sommes. Il y a 4 ans, il n'y avait pas d'Européens aux côtés de la France. Aujourd'hui, nous avons de plus en plus de pays européens qui coopèrent à nos côtés et dans des proportions qui ne sont pas tout à fait celles que vous décrivez, parce que ce que vous décrivez, c'est la force Takuba que nous sommes en train en effet de lancer et que nous avons amorcé en effet avec un petit contingent estonien que vous avez cité. Nous allons être rejoints par un contingent beaucoup plus important qui est le contingent tchèque avec 150 personnes. Et puis par ailleurs, nous avons bénéficié et nous continuons de bénéficier du soutien britannique, puisque les Britanniques ont engagé plusieurs hélicoptères de très grande taille et les équipages qui montent avec, ça représente plusieurs centaines de personnes. Ils ont été complétés par les Danois, même chose, des équipages et des hélicoptères de grande capacité. Et puis par ailleurs, les Européens sont présents dans le cadre des opérations de l'Europe, c'est-à-dire pour la formation des militaires des pays du Sahel, à travers une mission qui s'appelle EUTM. Et puis les Européens sont aussi présents avec d'autres dans le cadre de l'opération de maintien de la paix de l'ONU, la MINUSMA, qui est la plus grosse opération de maintien de la paix, qui est présente au Sahel avec plus de 10 000 personnes. Donc, ce que nous voulons faire, c'est en effet être moins seuls et attirer à nous les Européens. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Alors nous le faisons à travers cette force Takuba qui va avoir comme mission de venir combattre, c'est pas de la formation, hein, il s'agit de venir combattre avec les armées du Sahel. Donc c'est un projet qui est en train de devenir réalité. J'ai moi-même rencontré les Estoniens et les Suédois qui préparaient l'arrivée du contingent suédois au début du mois de novembre. Et donc Takuba, c'est en train de devenir une réalité. Nous, ce que nous voulons, c'est faire grandir Takuba et bénéficier d'un soutien plus appuyé des pays européens. Je voudrais quand même citer aussi d'autres pays qui nous aident beaucoup. Je pense à l'Espagne. L'Espagne qui assure, grâce à ses avions qui sont basés à Dakar, du transport militaire. L'Allemagne, qui est aussi présente à nos côtés. Donc il ne faut pas avoir une vision aussi réductrice. Vous avez regardé la force Takuba, mais autour de Takuba, nous bénéficions de soutiens qui bénéficient directement à Barkhane. Je vous propose, Madame Parly, de continuer cette fois-ci sur un sujet autre, sur celui de l'Europe, et plus particulièrement de l'Europe de la défense. Donc l'Union européenne est une construction assez incomplète du point de vue stratégique de la défense et a donc vu l'OTAN renforcer une partie de sa sécurité intérieure. Cependant, les tensions dans l'organisation deviennent de plus en plus palpables, avec, au vu des récentes actualités, la volonté du Sénat américain de retirer des troupes d'Allemagne et donc de réduire significativement l'engagement américain dans la défense européenne, prétextant principalement que l'Allemagne ne paie pas suffisamment pour sa propre défense. Ma question est donc de savoir, est-ce que vous ne pensez pas que c'est à nous de construire une alliance militaire autour de pays qui nous ressemblent et qui partagent nos intérêts, plutôt qu'autour de pays qui peuvent avoir un comportement ou des considérations hostiles vis-à-vis de nous? Alors, nous considérons bien sûr que l'OTAN reste un élément important pour la sécurité de l'Europe, mais c'est vrai que les États-Unis ont marqué depuis plusieurs années déjà leur souhait que les Européens prennent plus et mieux en charge leur propre sécurité. Et c'est vrai qu'à l'intérieur de l'Alliance Atlantique, les États-Unis jouent un rôle absolument prépondérant. Bon. C'est l'objet même de l'Europe de la défense. Alors c'est une politique extrêmement récente parce que pendant ces 70 premières années de vie de l'Europe, l'Europe n'a pas du tout investi ces questions stratégiques et de défense. C'est extrêmement récent. Ça fait 4 ou 5 ans au plus
que l'Europe a commencé d'investir ces questions. Donc oui, il faut le faire, et il faut pouvoir le faire soit dans un cadre Union européenne, soit avec des partenaires qui ont envie de s'engager et qui ont les capacités militaires pour le faire. C'est pour ça que le président de la République, Emmanuel Macron, lorsqu'il s'est exprimé pour la première fois sur les sujets européens à la Sorbonne, dans un discours qui est resté célèbre, a appelé les Européens volontaires et capables à se regrouper dans ce qu'on a appelé l'initiative européenne d'intervention. Et l'initiative européenne d'intervention, c'est un club qui comprend pour l'essentiel des pays appartenant à l'Union européenne, mais pas seulement, et qui comprend aussi des pays qui sont en train de sortir de l'Union européenne, je veux parler bien sûr du Royaume-Uni, et qui regroupe donc des nations qui souhaitent pouvoir s'investir sur le plan militaire dans le cadre d'opérations communes de nature extrêmement différente, qui peuvent aller de l'intervention humanitaire, ce que nous avons fait par exemple dans le cadre du cyclone qui a touché les Bahamas, eh bien avec les Pays-Bas et le Royaume-Uni, nous avons mis ensemble des moyens en commun pour aller secourir des populations dans la Caraïbe. Bon. C'est un exemple, et ça peut aussi prendre des formes beaucoup plus, militaires, interventionnistes. Et d'une certaine manière, les partenaires que vous avez cités, qui sont présents à nos côtés au Sahel, sont aussi des pays qui participent à l'initiative européenne d'intervention. Donc je crois que il y a une prise de conscience des Européens que, au fond, le parapluie américain est peut-être pas amené à fonctionner exactement de la même façon qu'il a fonctionné pendant les 70 dernières années, qu'il faut que les Européens prennent plus en charge les questions de sécurité qui leur reviennent. Donc il faut investir dans le budget de défense. Ça, c'est vraiment une nécessité qui est rendue indispensable par le contexte stratégique dans lequel nous sommes. Et il faut aussi que les Européens aient la capacité, pour ceux qui ont vraiment l'intention d'être des nations interventionnistes au sens expéditionnaire du terme, qu'elles puissent le faire. Donc nous inventons des formats à chaque fois à géométrie variable avec des partenaires qui sont désireux de le faire. Et c'est vrai que la France est désormais, si je me projette post-Brexit, si je puis dire, est désormais la première armée européenne, qui, en tout cas la seule puissance nucléaire, et que de ce point de vue-là, beaucoup de pays européens souhaitent pouvoir faire des choses avec nous. Je prends un autre exemple. Nous avons un porte-avions. Eh bien, ce porte-avions est un outil qui nous permet de fédérer d'autres pays européens qui envoient une frégate ou un autre type de navire. Et ce groupe aéronaval opère ensemble, interagit ensemble. Et ça, c'est intéressant parce que ça permet, en effet, de faire des choses en européen. L'immobilisme avait marqué les anciennes initiatives de CED, donc, et elle marque aussi aujourd'hui les interventions de l'Europe, notamment si on réfléchit à la Turquie, parce que tout le monde a des intérêts qui divergent. Si on réfléchit à une armée européenne, est-ce que le poids des niveaux de bureaucratie en Europe, est-ce que ça ne va pas en faire un mauvais forum pour la politique militaire, prendre en compte les différents avis et faire le même immobilisme qu'on a vu jusqu'ici? Alors d'abord, je pense que le contexte stratégique ne plaide pas pour l'immobilisme et il y a vraiment une prise de conscience des Européens que la politique de l'immobilisme n'est pas adaptée au contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui. Mais c'est vrai que dans l'Union européenne, quand on fait les choses, on les fait à 27. Et que certains peuvent ne pas avoir envie de faire certaines choses. Ne pas avoir envie d'intervenir ou tout simplement n'en ont pas la capacité. C'est pour ça que ce format de l'initiative européenne d'intervention, il est intéressant parce que là, il n'y a aucune bureaucratie, il n'y a pas de système d'unanimité dans les décisions, puisque au fond, seuls ceux qui veulent agir le font. Et donc, ils se portent candidats uniquement sur les opérations, les interventions qui les intéressent. Est-ce que ça va risquer un déséquilibre comme aujourd'hui la France qui engage beaucoup plus puisque c'est la première armée? Est-ce que c'est pas risqué que la France engage la plupart des forces et que le reste des pays
engagent beaucoup moins de forces. C'est-à-dire qu'ils ont aussi, pour un certain nombre d'entre eux, moins de moyens. Et donc on en revient à la question précédente, c'est qu'il faut que les pays européens investissent plus dans leur défense. Nous avons fait ce choix depuis longtemps, nous ne l'avons jamais remis en cause. Alors bien sûr, il y a eu des moments, des périodes où le budget de la défense a pu diminuer, en particulier à partir de la chute du mur de Berlin. Mais c'est vrai dans de très nombreux pays. Tout le monde avait en tête qu'il y avait des dividendes de la paix, comme on les appelait. Bon, les choses ont bien changé depuis, puisqu'on est dans un monde dans lequel d'abord la remilitarisation est puissante. Il y a des puissances qui n'avaient pas l'arme nucléaire qui sont en fait en train de s'en doter. La prolifération nucléaire est présente. On n'a pas parlé de la Chine, mais la Chine a doublé son budget militaire par rapport à ce qu'il était en 2012. Donc on voit bien que la période n'est pas au désarmement, la période est plutôt au contraire à l'armement. Donc il faut que l'Union européenne puisse faire face à ces différentes menaces. Mais Madame Parly, juste pour reprendre ce que vous étiez en train de dire, est-ce que vous ne pensez pas que ces pays qui ont des capacités d'investissement moindres vont voir leurs intérêts sous-représentés dans une Europe de la défense ? Je ne le crois pas, parce que l'Europe de la défense met en place des outils qui permettent précisément à ces outils de développer des projets capacitaires, d'équipement. Nous avons ce qu'on appelle, c'est toujours un jargon un peu compliqué, la coopération structurée permanente, qui est un mot compliqué pour dire simplement que les différents pays européens peuvent s'unir, là aussi à la carte, sur des projets qui vont bénéficier de financements éventuellement complémentaires de l'Union européenne et qui vont permettre justement d'avancer dans des technologies qu'on a envie de développer en européen. Puis il y a le Fonds européen de défense, qui est la grande innovation de ces prochaines années, puisque nous n'avions absolument aucun outil pour financer la recherche et développement dans des technologies militaires. Et désormais, nous en avons un. Donc l'objectif, c'est de le faire grandir. Mais tout ça, c'est fait aussi pour que les Européens se dotent d'une industrie de défense plus européenne, avec des acteurs plus puissants, capables de relever ou en tout cas de soutenir la concurrence par rapport à de très grands acteurs, notamment américains, mais pas seulement. Merci beaucoup, Madame Parly. Je vous propose maintenant de passer au petit jeu des mardis. Donc, pour vous expliquer de quoi il s'agit, ce sont 3 questions posées sur un ton un peu plus léger, un peu plus humoristique, auxquelles on vous demande de répondre du tac au tac. C'est facile. Je commence avec la première question. Madame la ministre, vous écrivez un livre. Quel en serait le titre ? Petit A, merci pour cet instant, en hommage à Sylvie Goulard et ses 2 mois en fonction. Petit B, les salauds de l'Europe, parce que quand même financer 11% du budget de l'OTAN à nous tout seuls, ça fait beaucoup. Et petit C, l'espace de la révélation, en espérant que les Américains aient très vite une révélation pour nous aider un peu côté spatial. Eh bien, je choisirais petit A, mais j'ai la chance d'avoir passé plus de 2 mois au sein du ministère des Armées et j'ai bien l'intention de pouvoir y passer encore quelques mois. Voilà. Mais en tout cas, c'est un moment de ma vie qui sera marquant et qui aura probablement changé dans bien des domaines ma façon de voir les choses. Tout simplement parce que j'ignorais tout du monde militaire. Alors, deuxième question, la France s'est récemment dotée d'un porte-avions. Il nous faut un nom particulièrement fédérateur pour les Français. Est-ce que vous choisissez Benjamin Pavard, Johnny Hallyday ou il était temps que M. Le Drian quitte ce ministère? Bon, alors, entre les 3, sans aucune hésitation, Johnny Hallyday. Super. Dernière question, vous prenez l'avion, que souhaitez-vous toujours avoir avec vous ? Petit A, un masque à gaz. On n'est pas à l'abri d'un missile nucléaire russe perdu en chemin. Petit B, un parachute doré, espérons-le aussi grand que celui que vous avez reçu en quittant Air France. Et petit C, vous ne prenez plus l'avion. Maintenant, c'est drone militaire tactique, Safran ou rien. Bon, alors je vais répondre A, mais en fait, c'est pas seulement un masque à gaz, c'est aussi un casque pour les oreilles, parce que ça fait quand même beaucoup de bruit. Très bien. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Je vous propose maintenant de passer à la 3e et ultime partie de ce débat, qui est donc un tour d'horizon politique et opérationnel de nos armées, avec tout d'abord la question de la sécurité intérieure.
Au printemps, l'opération Résilience a mobilisé pas moins de 3000 hommes, dont 500 réservistes, pour appuyer les forces sanitaires du pays. Diverses critiques ont été émises, dont notamment la faiblesse de l'intervention, ou encore d'autres critiques mettant en lumière le fait le fait que l'armée ait été mise à contribution trop tôt, avant même l'utilisation de toutes les forces civiles, publiques et privées à disposition. Ma question est donc de savoir, Madame Parly, est-ce que pour vous, l'armée a vocation à prendre une place de plus en plus grandissante dans la vie intérieure du pays, et donc de venir combler les insuffisances du secteur public dans les hôpitaux, par exemple, aujourd'hui, mais pourquoi pas, imaginons demain, dans les prisons, venir en aide aux forces de police, avant même que toutes les forces privées ne soient mises à contribution? Alors, je crois que la mission fondamentale des armées, c'est de protéger les Français quand il y a un besoin. Donc, lorsqu'il y a un besoin, qu'il y aurait de l'urgence, des catastrophes, lorsque nous avons été confrontés à cette pandémie de façon très brutale au début de l'hiver, au début de cette année, eh bien, on pense aux armées parce que les armées ont, pas toujours, mais en tout cas des moyens d'apporter un soutien, un secours à la population. Donc, qu'avons-nous fait? Nous avons fait du transport de patients d'une région à l'autre en utilisant des moyens aériens qui permettaient de transporter des patients qui étaient intubés et en réanimation. Donc, ça, c'est pas du transport aérien, c'est quand même un transport très particulier. Il faut avoir des capacités particulières pour cela. Nous avons répondu aux demandes qui nous étaient faites parce que on n'avait pas d'autres moyens à l'époque d'y répondre pour, par exemple, sécuriser les livraisons de masques et assurer la protection de ce qui était un bien absolument extraordinaire à l'époque. Bon, donc on est capable de répondre comme ça, mais on peut pas se substituer de façon pérenne évidemment, ni au service public dont c'est le métier. Et on voit très bien que l'hôpital public a mobilisé des moyens de façon beaucoup plus efficace, si je puis dire, dans cette deuxième vague de l'épidémie, parce qu'il s'y est préparé, qu'on a appris beaucoup sur cette maladie. Et donc, on a eu beaucoup moins besoin des moyens militaires dans cette deuxième vague que dans la première. Et puis aussi parce que, vous l'avez dit vous-même, l'hôpital public et le système de santé publique a beaucoup mieux su s'appuyer sur les cliniques, les médecins libéraux, bref, tout le secteur de santé. La pression n'a pas pesé uniquement sur l'hôpital public, comme ça a été le cas au tout début de la première vague de l'épidémie. Donc non, les armées n'ont pas vocation à se substituer, mais les armées peuvent apporter une aide précieuse dans des circonstances où il n'y a pas d'autre moyen. Je prends un autre exemple. Lorsqu'il y a eu des inondations dans les Alpes-Maritimes, eh bien, les armées sont intervenues aux côtés de la sécurité civile, mais le complément des armées a été très apprécié, très utile. Et puis ensuite, évidemment, on a cessé parce que des entreprises sont venues pour réparer les routes, bref, faire leur travail. Alors, dernière question de notre part. L'opération Sentinelle mobilise aujourd'hui de nombreux régiments à des rythmes très lourds, 6 jours par semaine, avec des horaires qui avoisinent parfois 6 heures, 23 heures. Le président de la République a demandé l'augmentation des bataillons engagés, des effectifs engagés sur cette opération, et ça a provoqué quelques réactions un peu fortes dans l'armée. Et donc se pose une question, est-ce que l'opération Sentinelle ne devrait pas plutôt reposer sur la réserve, dont le CEMAT par exemple voudrait l'augmentation, plutôt que sur l'armée de métier? Est-ce que la réserve n'a pas à soulager celle-ci de ses interventions intérieures en favorisant l'engagement de la réserve? Alors, d'abord, il y a de nombreux réservistes qui participent à l'opération Sentinelle. Oui, plusieurs centaines chaque jour, il faut le savoir. Donc c'est très important, en effet, qu'on puisse avoir le concours des réservistes. Et si cet échange peut être pour moi l'occasion de faire un appel aux bonnes volontés, sachez que la réserve, c'est intéressant et que on accueillera à bras ouverts de nouveaux réservistes dans les armées.
L'opération Sentinelle, elle a pour vocation de lutter contre le terrorisme. Nous avons été victimes d'attaques très douloureuses et très meurtrières ces dernières semaines. Donc le président de la République a voulu élever le niveau de mobilisation des effectifs, ce que nous avons fait. Nous nous adaptons sans cesse à la situation. Donc ce niveau-là, il a vocation ensuite probablement à redescendre, puis à remonter s'il devait y avoir à nouveau des attentats terroristes. Bref, il faut que nous puissions être toujours là quand on a besoin de nous. Donc il ne s'agit pas d'être là en permanence quand il n'y a pas de besoin, mais il faut pouvoir répondre, là aussi, pour protéger les Français. Et donc quand il y a des besoins, eh bien l'armée répond présente. Merci beaucoup pour toutes ces questions. Alors, on a 3 questions du public, un peu plus RSE et puis une question tech. Donc, première question, comment vivez-vous d'être une femme dans un milieu d'hommes? Comment vous engagez-vous pour les femmes dans votre ministère? Alors, être une femme dans un milieu d'hommes, c'est pas une situation que j'ai découvert au ministère des Armées. J'ai vécu ça tout au long de ma carrière professionnelle et j'espère bien que vous ne vivrez pas la même chose. Et heureusement, les choses sont en train de changer. Et si elles changent, c'est grâce à un choix qui a été fait au début des années 2000, ne l'oubliez pas, qui s'appelle la politique des quotas. Quand Lionel Jospin a instauré les quotas, je vais vous dire que ça a défrayé la chronique. Beaucoup de femmes ont dit mais qu'est-ce que c'est que ça? On est en train de faire quasiment la discrimination positive. Moi, je veux pas être là au nom des quotas, je veux être là au nom de mes compétences. Bon. Force est de constater que si on n'avait pas mis en place cette politique des quotas, les choses n'auraient pas avancé à la même vitesse et on peut considérer qu'elles n'avancent pas très vite, malgré les quotas. Bon. Donc, pour faire avancer les choses dans ce domaine de la mixité, il faut énormément de volontarisme. Et en général, quand on cesse d'avancer, c'est qu'on commence à reculer. Donc c'est un combat permanent. C'est la raison pour laquelle, au ministère des Armées, moi j'ai souhaité faire avancer la cause de la mixité, parce que nous sommes la 4e armée du monde en termes de féminisation. Enfin, le taux n'est quand même pas très impressionnant, puisque nous avons 15% de femmes dans les armées. Bien. Et que ce 15% ne se retrouve pas au niveau des postes d'officiers généraux. Donc j'ai un objectif extrêmement ambitieux, c'est d'aboutir à 10% de femmes officiers générales sur le total des officiers généraux. Vous voyez, c'est pas encore à la hauteur de ce que représentent les femmes dans la moyenne des armées. Donc il faut créer les conditions, c'est comme dans les entreprises, pour que les femmes puissent accéder aux plus hautes responsabilités. Ce qui veut dire qu'il y a un certain nombre de choix en termes de gestion des RH qui doivent être faits. On n'est pas obligé d'imposer les choix professionnels les plus structurants pour la suite, précisément au moment où les femmes ont des enfants. Et pourtant, c'est quelque chose qu'on retrouve dans les armées comme ça existe souvent dans les entreprises. Donc ce sont ces décisions-là, en termes de gestion de RH, qu'il faut pouvoir changer pour pouvoir créer ce vivier qui existe et qui ne demande qu'à s'exprimer, sauf que souvent, ce sont les femmes elles-mêmes qui s'auto-censurent en disant je vais pas y arriver, je veux pouvoir m'occuper de ma famille, bref. Donc, ces problèmes de conciliation entre la vie professionnelle et la vie privée se posent dans les armées comme ailleurs, et donc il faut y répondre dans les armées comme on y répond dans les entreprises, dans le reste de la société civile. Donc c'est pour ça que j'ai mis en place un plan famille, un plan mixité. On a été, nous, ministère des Armées, labellisés sur le terrain de la mixité. J'ai découvert hier un outil formidable qu'on va mettre sur Internet, qui est un outil sur la question, au fond, du harcèlement sexuel. Qu'est-ce que c'est le sexisme ordinaire, etc., etc. Comment y répondre, donner des idées du type de riposte qu'on peut avoir dans la vie de tous les jours quand on est, quand on nous parle mal, tout comme des réponses aussi quand les choses sont beaucoup plus sérieuses et qu'il faut engager des procédures. Bref, voilà, c'est un outil qui, à ma connaissance, n'a pas été développé dans les autres administrations, et je crois que c'est très important que nous puissions le faire. En tout cas, moi, je considère que c'est ma responsabilité, compte tenu de la chance que j'ai d'occuper cette responsabilité-là, que de faire progresser la mixité, parce que la mixité,
c'est pas seulement une cause pour l'égalité, c'est aussi un gage d'efficacité opérationnelle. Et c'est ce que je dis tous les jours aux militaires qui, parfois, peuvent avoir des doutes. C'est comme dans les entreprises, on constate que quand on a des équipes mixtes, elles sont plus efficaces, plus opérationnelles, plus créatives, plus rentables quand il s'agit d'une entreprise, que le climat social y est meilleur. Eh bien, dans les armées, c'est pareil. Merci beaucoup, Madame Parly. Deuxième question du public concernant le SCAF. L'association avec l'Allemagne et l'Espagne pour le système de combat aérien du futur n'est-elle pas l'exemple même de l'inefficacité de la coopération européenne pour la défense? Les entreprises françaises ont-elles réellement le besoin des entreprises allemandes et espagnoles sur ce sujet-là? La recherche n'est-elle pas finalement ralentie par les lourdeurs administratives de cette coopération? Alors tout d'abord, la personne qui pose la question est très pessimiste puisque c'est un programme qui démarre. Donc on peut quand même pas l'accuser d'être victime d'inefficacité. Il est en train de commencer. Premier point. Deuxième point, est-ce qu'on a besoin des autres pour lancer ce projet du système de combat aérien du futur qui comprendra un avion de chasse, des drones connectés, bref. La réponse est oui. Ou alors ça veut dire qu'on est prêt à investir dans la défense dans des proportions bien supérieures à l'effort déjà très considérable que l'on consent, parce que c'est plusieurs dizaines de milliards. Le programme Rafale, c'est plusieurs dizaines de milliards, et là, c'est un programme beaucoup plus ambitieux, puisqu'il s'agit du combat connecté. Donc, il faut aussi unir nos forces. L'Europe, c'est aussi un peu fait pour ça. Unir nos forces, mettre nos moyens en commun, mettre aussi nos technologies en commun. Moi, je suis convaincue que nous n'avons plus la capacité d'engager des programmes d'une telle ampleur seuls. Et que au moment où on veut faire l'Europe de la défense, quoi de plus naturel que de vouloir le faire avec des grandes nations qui ont décidé d'y mettre des moyens financiers et qui disposent d'entreprises qui sont capables de mener à bien ces projets. Donc moi, je pense qu'il faut donner sa chance au projet. On démarre et on a tiré aussi un certain nombre de leçons de certains programmes de coopération européenne qui se sont pas très bien passés parce que, effectivement, on était dans une sorte de bureaucratie où chaque pays voulait absolument s'assurer que le retour industriel était exactement cohérent avec l'investissement qu'il avait fait. On n'avait pas pris les meilleurs athlètes dans les différents domaines parce que chacun devait avoir son bout, si je puis dire. Ça, on a compris que c'était pas la bonne méthode. Et donc, c'est pour ça qu'on a commencé à établir un projet avec les spécifications très claires avec les Allemands avant d'ouvrir le projet à d'autres nations. Donc, j'espère que ce ne sera pas ce que votre auditeur a prédit. Alors, maintenant, une question sur l'environnement. Donc, vous avez pris récemment des engagements en faveur de l'environnement, donc la réduction du bilan carbone de l'armée. Pourquoi est-ce que cela est important pour les armées ? Est-ce que c'est une nécessité opérationnelle ou une volonté d'impulser une nouvelle dynamique ? Tout d'abord, il faut que les armées soient à l'écoute de la société. Aujourd'hui, le développement durable, c'est pas une option. On doit se préoccuper du développement durable et de la planète. Or, il se trouve que nous sommes quand même des gens qui utilisons beaucoup d'énergie, que nos véhicules ne sont pas spécialement réputés pour leur exemplarité en termes d'émissions de CO2. Bref, il y a beaucoup à faire, d'une part. Donc, l'énergie, c'est un bien rare et nous devons, nous aussi, nous préoccuper de la maîtrise de nos consommations d'énergie et aussi du fait d'être plus propres. C'est pour ça qu'on teste d'ores et déjà des équipements militaires hybrides. On a commencé par les bateaux. Aujourd'hui, on a un certain nombre de bateaux qui ne sont pas encore des bateaux très lourds, mais qui ont des moteurs hybrides. Et ce que l'on voit, c'est qu'ils passent 75% de leur temps à utiliser l'énergie électrique plutôt que l'énergie thermique. Donc c'est une première démonstration. Et donc on va maintenant passer aux équipements terrestres. On a un nouveau programme de véhicules blindés qui s'appelle Scorpion. Et nous aurons un premier démonstrateur qui sera doté d'une motorisation hybride sur un véhicule blindé. Bon. Nous avons également utilisé pour le défilé du 14 juillet des biocarburants. Bon, c'est un petit exemple. Et puis par ailleurs, nous avons, nous, la capacité aussi de contribuer
à la production d'énergie propre. Nous sommes un grand propriétaire foncier. Nous avons des terrains, notamment dans des zones où il y a effectivement beaucoup d'ensoleillement qui permettent de les équiper en panneaux photovoltaïques. Et nous avons donc pris l'engagement de mettre à disposition 2000 hectares qui ont une bonne capacité pour des équipements photovoltaïques et pour produire de l'électricité, soit pour produire de l'électricité pour les besoins des armées. C'est par exemple le cas au 2e régiment étranger du génie qui est sur le plateau d'Albion et qui maintenant utilise pour ses propres besoins l'énergie électrique. Mais ça peut être aussi mis à la disposition d'opérateurs qui produisent l'électricité et qui la commercialisent sur le réseau. Donc ça, c'est important. Et puis enfin, il y a un sujet qui est un peu moins connu, c'est la biodiversité, parce que comme on a aussi beaucoup de fonciers, il y a beaucoup d'animaux. Et donc, nous protégeons les animaux qui sont sur nos terrains. Et on est même, de temps en temps, c'est pour l'anecdote, on a en lien avec le Muséum national d'histoire naturelle, on a mené un travail sur une espèce d'oiseau dont on a réalisé qu'en réalité, ils avaient la capacité d'anticiper les ouragans. Et ça, c'est extrêmement important. On en revient finalement à la recherche et à l'innovation. Les animaux nous apprennent beaucoup de choses aussi. Et donc, nous avons une étude conjointe pour voir tous les bénéfices que nous pourrons tirer de cette capacité d'anticipation qu'a cette espèce d'oiseau. Dernière question qui porte sur notre nouveau porte-avions Johnny Hallyday. Vous avez récemment annoncé un porte-avions nouvelle génération. À quoi ça sert concrètement un porte-avions ? Un porte-avions, ça permet à la France de projeter des forces extrêmement loin, puisque c'est un aéroport flottant et qu'à partir de cet aéroport peuvent être engagés des avions de chasse qui eux-mêmes sont ravitaillés en vol et peuvent donc aller très loin dans la profondeur, comme on dit, sur l'ensemble des océans. Nous avons par exemple envoyé le porte-avions l'année dernière jusqu'à Singapour. Donc on voit que le porte-avions peut aller très loin. Il peut y aller, comme je le disais tout à l'heure, accompagné par d'autres moyens européens, d'autres bateaux, interagir, bref, s'entraîner. Donc ce porte-avions, c'est un des éléments importants de la souveraineté de notre pays et de sa capacité à se projeter très loin. Le porte-avions Charles de Gaulle, il est intervenu massivement dans le cadre de l'opération contre Daesh. Il y a quelques années, il a projeté des avions sur la Syrie dans le cadre des combats qui avaient lieu. Alors pourquoi est-ce qu'il en faut un nouveau ? Il en faut un nouveau parce que le Charles de Gaulle cessera d'être utilisable en 2038. Et on ne construit pas un porte-avions en quelques mois. Donc c'est un travail de longue haleine et c'est un travail d'autant plus important que on parlait tout à l'heure du SCAF, le système de combat aérien du futur. Il y aura à l'horizon du nouveau porte-avions qui prendra le relais du Charles de Gaulle, de nouveaux avions qui seront plus lourds, qui fonctionneront différemment. Et donc il nous faut un porte-avions différent de celui que nous avons aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on y travaille dès maintenant. C'est pour être sûr d'avoir le successeur lorsque le Charles de Gaulle reviendra à son port d'attache pour ne plus reprendre la mer. Eh bien, je crois que nous sommes arrivés au bout de nos questions. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation et d'avoir passé tout ce temps avec nous. Merci beaucoup.